Première partie, l'immédiat. Ce qui ne passe pas par la médiation de l'entendement ne peut compter pour origine de la connaissance et moins encore pour fondement de la morale. Loin d'être immédiatement accessible, l'origine n'est atteinte qu'à travers un processus d'analyse qui est œuvre de l'entendement. Avant de démontrer, il s'agit pour Locke d'analyser. La critique des connaissances prétendument immédiates est déjà œuvre de médiation, œuvre de l'entendement. On connaît la première forme de critique de l'immédiat, celle du livre 1 dénommée « À tort, critique des idées innées ». Mais cette critique n'est pas toujours comprise. Sa portée, sa fonction dans l'ensemble de l'ouvrage sont plus importantes qu'on ne le croit. Après avoir ainsi déterminé la place du livre 1, il sera plus aisé de situer la fonction de l'immédiat dans les autres livres. Immédiat du mot au livre 2 et 3, immédiat de l'opinion et surtout immédiat de l'intuition au livre 4. Chapitre 1. Critique des idées ou critique des principes innés. Quel est le penseur que Locke critique au livre 1 de l'essai? L'examen des antagonistes peut aider à comprendre la fonction du livre 1 et le statut de l'entendement. Il vaut la peine dans cette mesure de s'attarder à l'aspect historique. On a souvent dit que Locke critiquait l'innéisme de Descartes. S'en tenir à cette position, c'est réduire indûment la portée de la critique, c'est la limiter à une critique des idées innées. C'est aussi limiter la critique au champ spéculatif, alors que Locke ne voit là qu'une étape vers la critique des principes moraux innés ou maximes. C'est enfin manquer l'enseignement essentiel de cette critique, le refus que Locke partage avec Descartes, des vérités éternelles et la définition de la raison comme ratiocinatio ou calcul plutôt que comme raison intuitive. L'innéisme cartésien. Locke ne précise pas qui est visé par sa critique des principes spéculatifs et la critique des principes pratiques mentionne un seul nom étonnant à plusieurs titres, celui d'Herbert of Cherbury. Si l'on distingue, comme on le fait habituellement, le chapitre qui porte sur le spéculatif du chapitre qui porte sur le pratique, il reste à trouver un défenseur de l'innéité des principes spéculatifs distincts de Cherbury, censé être défenseur des seuls principes innés pratiques. On songe habituellement, en premier lieu, à Descartes. La troisième méditation, ainsi que ses reprises dans les réponses, affirment qu'il existe des idées innées distinctes des idées adventices, et l'idée de Dieu est la première des idées innées. Or, Locke reprend l'opposition entre idée innée et idée adventice, et l'idée innée de Dieu est une de ses cibles principales. On en conclut que Locke s'oppose ici à Descartes. Une argumentation plus élaborée s'appuierait d'une part sur certaines convergences entre les Regulae et telle phrase de l'essai, d'autre part sur les affirmations de Locke et de Lady Masham, selon lesquelles la lecture de Descartes a initié Locke à la rigueur philosophique. Locke aurait ainsi repris certains éléments de la méthodologie cartésienne, l'exigence critique, la théorie de la démonstration et de l'intuition, le way of idea, c'est-à-dire la démarche appuyée sur l'idée. Et il dénoncerait un seul aspect, l'innéité du point de départ cartésien, afin de mieux se démarquer d'un auteur dont il conserverait pour le reste et l'essentiel la méthode. Mais cette argumentation ignore à la fois la nature du livre 1 et le statut de la méthode lockienne. Le sens de l'inné, critiqué par le livre 1 de l'essai, est tellement différent du sens cartésien que la majeure partie de la critique serait naïve et vaine si elle ne visait que Descartes. Descartes, par exemple, n'a jamais affirmé la connaissance enfantine des vérités innées, ni basé leur existence sur l'universalité constatée. L'idée cartésienne de Dieu n'a pas la précision psychologique que lui prête Locke, et Locke critique les faits grâce à l'ethnologie comparée, alors que Descartes énonce un argument de droit destiné à justifier l'universalité du savoir. Enfin, Descartes parle d'idées innées, alors que Locke traite essentiellement de principes et de maximes innées. En outre, les Regulae et les réponses aux objections, notamment manifestent que les thèses de Descartes et de Locke sur l'inné ne sont pas en leur esprit totalement étrangères. Locke admet comme Descartes que ce qui en l'homme est divin se manifeste comme inné. Tous deux affirment en des formules différentes, voire opposées, que si la fonction est innée, l'idée, le contenu ne l'est pas. Elle n'est pas déposée à la naissance toute pareille comme un récipient. Nous avons seulement en nous la faculté de la produire. Réponse aux troisième objection. Objection, certes, il reste que le produit est fondamentalement différent chez Descartes et chez Locke.
Il est chez Descartes type de toute connaissance. Il n'est chez Locke qu'occurrence singulière et simple matière d'une abstraction possible. La critique de Locke portera précisément sur le caractère typique et non point conjoncturel de cette production. Descartes et Locke affirment que toute la connaissance humaine est atteinte par le simple usage des facultés naturelles. Locke pourrait d'ailleurs conclure de l'affirmation cartésienne que Descartes devrait convenir avec lui que toutes les idées sont adventices puisque produites par l'esprit. Qu'il ne se serve pas de cet argument ajoute à la thèse que ce n'est pas par la doctrine cartésienne de l'idée innée comme base de tout savoir spéculatif certain qui intéresse au premier chef Locke. Enfin et inversement, les méthodes de Descartes et de Locke ne sont pas identiques, exception faite de l'origine différente de l'idée, comme le croit la thèse critiquée. D'abord, chronologiquement, Locke a pu élaborer sa thèse idéiste par la simple distinction du bon grain, l'idée de livrer l'inné, dans les thèses des Régulae. Les critiques de l'inné se trouvaient déjà dans les brouillons de l'essai qui datent de 1671, alors que la première occasion qu'aurait pu avoir Locke de consulter les Régulae ne peut être antérieure à 1672. Ensuite, quant au fond, même si déduction et intuition sont pour l'un comme pour l'autre les éléments essentiels de la méthode, Locke pose d'une part en affirmation centrale que la raison n'intervient pas seulement dans la démonstration de la connaissance certaine, mais aussi lorsqu'il s'agit de probabilité. Nous sommes loin de la mathésis universalis cartésienne. D'autre part, l'intuition porte pour Locke sur le rapport entre des idées et non sur les idées mêmes. Même s'il est indéniable que Locke écrive en contexte cartésien, on ne peut donc prétendre que la critique de l'inné dans le livre 1 soit la réfutation du point de départ cartésien dans l'idée du cogito ou dans l'idée innée de Dieu. Certes, il existe des éléments de la critique, notamment la critique de l'idée innée de Dieu, qui peuvent valoir également contre Descartes, mais Descartes n'est pas le fil directeur de cette critique. L'idée innée de Dieu n'est critiquée que dans le dernier chapitre du livre 1, et elle est introduite non comme fondement du savoir ainsi que chez Descartes, mais comme condition du discours moral. Dans cette critique, l'idée de Dieu n'est qu'un élément secondaire dans un ensemble plus important. Ce qui importe à Locke, c'est le principe inné, qui sert de fondement à la déduction scolastique et plus encore au dogmatisme moral et religieux. L'idée innée elle-même, toute idée innée, n'est qu'un élément à critiquer dans une critique plus vaste des principes ou maximes innés. 2. Idée innée ou principe inné. En effet, les idées innées ne sont critiquées que comme éléments de ces prétendues propositions innées que sont les maximes morales et les principes spéculatifs. On objectera que Leibniz déjà parlait à propos de ce livre de critique des idées innées et non des principes innés, et par ailleurs les commentaires classiques parlent couramment eux aussi de la critique des idées innées. Qu'en est-il ? D'abord, Leibniz a mieux saisi qu'on ne le pense habituellement les thèses centrales de l'essai. Il mentionne que Locke en veut d'abord au principe et vérité innée et qui ne fait que secondairement dans la mesure où la vérité suppose des éléments constitutifs, la critique des idées innées. Locke, comme Leibniz et le Descartes des Régulae, songe plus aux notions communes des stoïciens qu'aux idées isolées. En fait, seule une part du dernier chapitre du livre 1 traite des idées innées et la fonction de ce chapitre est claire. Ceux qui soutiennent encore qu'il y a des principes innés après les 2 chapitres qui sont consacrés à en prouver l'impossibilité n'ont qu'à examiner les éléments dont sont faites les propositions. Faute de pouvoir prouver que ces éléments, les idées, sont innés, ils seront contraints de reconnaître que la proposition innée, résultat d'une composition de ces éléments, ne peut exister. Une critique en 2 temps, et chaque temps à lui seul conteste toute possibilité d'une conception cohérente de l'inné. Si les idées qui sont les éléments de ces vérités, les principes prétendument innés, n'existaient pas à un moment donné, il serait impossible que les propositions construites à partir d'elles soient innées ou que la connaissance que nous en avons soit née avec nous. Car si nos idées ne sont pas innées, il y a eu un temps où l'esprit existait sans ces principes. Car là où les idées mêmes n'existent pas, il ne peut y avoir aucune connaissance, aucun assentiment, aucune proposition ni mentale ni verbale. L'insistance première est bien sur la proposition. Quel enseignement tirer de ce fait ? Premièrement, une proposition est la somme de ces éléments. Avant de percevoir le lien entre 2 idées, il faut pour Locke percevoir les idées elles-mêmes, et c'est l'acte de lier 2 idées qui constituera à un temps second la proposition ou la maxime. L'innéisme, au contraire, accepte implicitement que les maximes soient connues intuitivement comme des totalités indivises. Les idées sont toujours déjà incluses dans un énoncé et l'idée n'est dégagée qu'ensuite, comme le cogito cartésien précédant l'analyse du je qui pense.
Affirmer, comme le fait Locke, que l'idée doit être claire pour que la relation soit absolument évidente, c'est inverser l'ordre de connaissance cher au platonisme, c'est d'emblée se mettre hors de cette conception, c'est rendre impossible l'énéisme. Toute proposition est pour un empiriste le fruit d'une élaboration, d'une mise en rapport qui ne peut être innée. La relation est externe aux idées et ne peut être établie que par un esprit, donc être consciente, ou ce qui revient au même être œuvre de l'entendement. Ne pas saisir que Locke vient d'abord dans sa critique les maximes et principes innés, c'est perdre de vue cette remontée analytique de la proposition à l'idée, qui établit simultanément que si le départ est dans l'idée, le vrai, lui, et la connaissance avec lui n'apparaît qu'avec le lien mis entre deux idées, dans une proposition construite par l'entendement. Deuxième temps, deuxième présupposé, il y avait un moment où le principe n'existait pas, faute d'idées. La distinction entre idée et proposition n'est pas une simple distinction logique, elle est aussi une distinction chronologique et reste donc à justifier l'apparition de l'idée. L'inéiste est appelé du fait même à l'examen qu'il refuse, à l'analyse que sa thèse repousse. Le fondement ne peut être une pure évidence, il doit être établi. Inversement, Locke amorce par cette indication une démarche régressive qui va constituer l'élément pour la synthèse qui est le reste de l'essai. Du fait même se dévoile une autre fonction du livre 1. Par l'analyse qu'il opère, le livre 1 permet la synthèse effectuée par les trois autres livres. Le livre 1 part de l'universalité qu'il s'agit de justifier, celle de la philosophie naturelle, ou physique, d'une part, celle de l'éthique d'autre part, aux recherches de la loi naturelle comme règle et mesure des actions humaines. Il décompose l'interprétation commune de l'universel afin que les autres livres puissent tracer sa constitution authentique et juger ce faisant de l'assurance qui lui appartient et de ses limites. L'analyse a pour terme l'idée simple puisqu'on a refusé de passer du champ cognitif et phénoménologique aux considérations physiques, on dirait de nos jours physiologiques et scientifiques. Ou plus précisément, dit Locke, les considérations historiques préliminaires sont toto coelo, différentes des considérations philosophiques ou scientifiques. L'opposition histoire-philosophie est classique à l'époque. Hobbes, par exemple, la mentionne en Léviathan, chapitre 9, auquel peuvent se consacrer les maîtresses philosophies telles Newton, Sydenham, Huygens et Boyle, auquel Locke ne peut servir que d'underlaborer, qui décrit mais qui ne déduit pas, sauf espère-t-il en morale. Pour avoir manqué la structure du livre 1, on a donc manqué son lien aux autres livres. On n'a pas vu qu'il en était la nécessaire ouverture qu'il opérait. Une analyse comparable à celle qu'opérait Galilée sur les problèmes multiples posés par le mouvement avant d'en opérer la synthèse. Pour Locke, de même, le livre 1 est l'analyse qui réduit le problème de la morale universelle et le problème de la science universelle à leur racine authentique, commune et simple, l'idée non innée. La communauté d'idées avec Boyle pousse vraisemblablement Locke à comprendre plus que ne le faisait Galilée l'élément ultime de l'analyse comme un atome, plus exactement un corpuscule, fût-il mental. Et de même que Galilée, à partir des mouvements simples, indépendants des résistances et des frottements, recompose progressivement le mouvement expérimenté du boulet de canon et la vitesse de la bille sur le plan incliné, leur trouvant ainsi justification, de même Locke, partant de l'idée simple dégagée à l'issue du livre 1, recompose la situation, recompose l'universel, mais avec la claire conscience de ses limites, de ses résistances et de ses frottements. Synthèse qui justifie, qui donne le sens et les limites de l'universel constamment utilisé en morale et en physique. Synthèse qui n'est pas pour autant irréelle, elle demeure évidente et descriptive, plain and historical, et d'autant plus descriptive que les connaissances limitées de Locke en mathématiques sont intérêt pour l'hypothèse corpusculaire, son intérêt pour l'hypothèse corpusculaire, l'empêche de passer comme Galilée et Newton du niveau de corpuscule à celui de la pure relation mathématique. C'est donc bien de l'origine de la connaissance qu'il s'agit, pas de l'inventaire nécessairement multiforme des débuts et tâtonnements qui ont produit la connaissance. Toutes les étapes de la synthèse seront donc réelles aux yeux d'un historien, mais leurs choix, leurs ordres sont fonction de la réalité à justifier. Le second des Treatises on Government est une illustration plus claire encore de cette synthèse justifiant la réalité. L'expérience de la feuille blanche, faite de façon critique par l'adulte cultivé, est bien une expérience en pensée, pas un récit de ce qu'il faisait quand il était enfant. L'expérience révèle l'origine de chaque connaissance et les conditions de son accès à l'universel, description qui trace les limites de cette connaissance. C'est ainsi qu'il faut comprendre dans le texte de Locke les références à l'origine véritable qu'est l'idée, à la constitution de la connaissance par le biais de l'abstraction, de la complexification, de la nomination et enfin de la démonstration.
Il ne s'agit pas de la narration exacte de l'acquisition de la culture. Les lettres sur l'éducation, les notes multiples de Locke sur le travail intellectuel et surtout les chapitres finaux des 3 derniers livres de l'essai jouent ce rôle et présentent, on le dira plus loin, d'autres procédures d'acquisition plus réelles. Il s'agit de ce que dégage un regard rétrospectif, un regard qui retient ce qui seul importe. Les livres 2 à 4 de l'essai sont une synthèse de la connaissance à partir de l'origine dégagée par l'analyse réalisée au livre 1. 3. Linéisme de Cherbury. L'appel au principe et au maxime inné n'est pas seulement le fait de philosophie que beaucoup jugent dépassé, la scolastique dont Descartes a souligné l'inefficacité ou Descartes lui-même. Il ne se limite pas à la pensée spéculative. La morale, la religion, la politique, les plus contemporaines se justifient aussi par l'innéité sans appel du principe ou de la maxime. Le moralisme naïf de l'Église établie, l'enthousiasme révolutionnaire de beaucoup de dissidents, pire, la théorie morale de philosophes théologiens éclairés, tels Culverwell ou Cutforth, dont Locke a partagé un temps les vues d'orientation latitudinaire, tels Stillingfleet, qui prétendent défendre la foi et les mœurs par appel à une raison intuitive. De là encore, Descartes n'est qu'au second plan du débat. L'analyse historique de Yolton a définitivement établi que les thèses religieuses et morales couramment défendues par les sermons et libelles de l'époque étaient les premières visées. Libelle, court écrit satirique, diffamatoire, synonyme pamphlet. C'est d'abord la conscience religieuse naïve qui admet une morale au principe inné, sous l'influence de prédicateurs trop heureux de pouvoir établir comme principe des principes que les principes ne doivent pas être questionnés, et d'appuyer ainsi la morale sur un nouveau principe d'autorité, et c'est au nom de cette évidence prétendue que sont nées dans l'histoire récente l'intolérance et les divisions religieuses, car les églises se sont emparées de cet instrument pour conforter l'adhésion de leurs fidèles. L'Église établie notamment s'est entendue avec le pouvoir politique pour écarter toute idée de tolérance et apporter une solution au problème classique de l'anglicanisme de l'époque, les adiaphoras, les choses indifférentes, notion morale stoïcienne reprise dans le contexte liturgique politique de l'anglicanisme. Pour une bonne part, la naïveté que l'on a reprochée à Locke n'est donc pas d'abord la sienne, mais celle des gens qu'il critique. Pour fonder une loi morale prétendument évidente et immédiate, la syndérèse, la conscience morale, la lumière divine en nous, la droite raison sont les arguments simplifiés que les prédicateurs utilisent, les empruntant aux mêmes traditions que les platoniciens de Cambridge. Des restes de formation scolastique, un retour en force du stoïcisme appuyé sur Cicéron, un certain puritanisme, notamment celui qui privilégie la présence de l'esprit divin, le cartésianisme même. C'est d'ailleurs du pulpite que sont venues les premières critiques, comme en témoigne le rapport de Tyrrell, ami de Locke, qui avait travaillé ces questions avec lui et qui devait être heureux de lui transmettre au discours indirect la question qui se posait aussi. Je trouve les théologiens très choqués de ce qu'une partie si agréable et si facile de leurs sermons, la loi écrite dans le cœur, devienne par vos principes fausses et inutilisables, mais vous connaissez la mesquinerie de la plupart de leurs principes. Alors que nous avons aujourd'hui tendance à croire fondamentalement la dimension épistémologique de la critique de l'inné, les critiques de l'anti-innéisme nous ramènent à une vision moins anachronique. Elles vont pleuvoir non pas à cause de ses conséquences épistémologiques, mais du fait de ses conséquences religieuses. Aussi, ne faut-il pas perdre de vue un autre enseignement qu'offrent les précisions historiques de Yolton. Pour les prédicateurs, principes spéculatifs innés et principes moraux innés sont liés par un même destin. Le bien et le vrai sont dotés du même statut objectif. Il s'agit des deux côtés de vérité éternelle que l'intuition appuyée sur la pureté morale peut saisir. Pour s'opposer à ceux qui appuient la morale et la religion sur l'innéité des principes spéculatifs, il importe, en détruisant la vision immédiate spéculative, d'ôter toute garantie à la vision immédiate des principes moraux. La religion et la morale étaient importantes par leurs conséquences politiques. Elles étaient importantes également par les enjeux théoriques où réciproquement la critique de l'innéisme spéculatif est partie intégrante de la critique de l'innéisme moral. La déformation de Locke consistait à chercher à résoudre les questions de pratique par la mise à jour de leurs fondements présupposés. L'existence de principes spéculatifs innés en est un pour la religion établie. C'est pourquoi Herbert of Cherbury peut être le seul auteur cité lors de la critique des principes innés. Herbert de Cherbury
présente une conception significative de l'immédiat, plus structurée que celle de nombreux prédicateurs, mais en accord fondamental avec elle. En même temps, Sherbury était l'opposant rêvé puisqu'il unissait dans une même inédité principes spéculatifs et principes pratiques. Enfin, il est moins dangereux de combattre les thèses de ce laïc que celles de Clare. Il est vrai que selon le draft B, l'essentiel de la thèse anti-énéiste était déjà élaboré au moment où Locke découvrit le De Veritate de Herbert de Sherbury. Certes, la critique de Linné sous la forme des transcendantaux d'une part, de la sacralisation des opinions d'autre part, est présente dans le draft A. Le lien est déjà fait entre la théorie scolastique de la connaissance et le dogmatisme religieux, mais la coordination justement des deux formes théoriques et pratiques de Linné en un tout cohérent et le développement de l'argumentaire sont le fait du seul draft B, le texte qui intègre précisément la référence à Sherbury. Pas pamphlet, pamphlet.